Bonsoir. Les Ouïghours victimes de génocide. Le Parlement s'est prononcé. On en débat avec notre panel de députés. On revient sur le projet de réforme de la loi sur les langues officielles. La spécialiste des dossiers linguistiques Stéphanie Chouinard analyse les réactions. Et avec Geneviève et Daniel, on discute de la motion sur les Ouïghours, de la rencontre Trudeau-Biden de mardi et de l'impact de l'arrivée massive des vaccins au pays. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un nouveau rebondissement dans le dossier de la relation entre le Canada et la Chine. Le Parlement a adopté une motion qui reconnaît l'existence d'un génocide contre les Ouïghours en Chine. Les partis d'opposition et les députés libéraux ont voté en faveur et, fait inusité, le premier ministre Trudeau et les ministres libéraux se sont cependant abstenus. Le chef conservateur Erin O'Toole, qui est à l'origine de cette motion, dit vouloir envoyer un signal clair que le Canada va défendre les droits de la personne, et ce, même aux dépens de l'économie. De son côté, le Bloc québécois a fait adopter un amendement qui demande au Comité international olympique de déplacer les Jeux olympiques prévus à Pékin en 2022. Voici un échange avant le vote à la Chambre des communes cet après-midi. Monsieur le Président, depuis 2014, la minorité musulmane ouïghour en Chine vit un véritable enfer. 2 millions de personnes ont séjourné dans des camps de concentration. Des centaines de milliers de personnes sont portées disparues. Des femmes sont agressées, violentées et stérilisées. Une vingtaine de sites religieux ont été dévastés. Pour nous, Monsieur le Président, c'est clair, c'est un génocide. Dans moins d'une heure, nous allons avoir un vote ici en cette Chambre sur cette question. Est-ce que le premier ministre va avoir le courage d'agir en chef d'État, prendre position et voter sur cet enjeu? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous sommes gravement préoccupés par les allégations et les rapports concernant le traitement des Ouïghours et de d'autres minorités turques musulmanes dans la région de Xinjiang. Nous l'avons exprimé clairement au gouvernement de la Chine et nous avons exigé qu'ils permettent l'accès à la région pour que des experts puissent vérifier la situation. On prend les allégations de génocide très au sérieux et on travaille avec nos partenaires internationaux sur ce dossier extrêmement important. On débat de cette motion avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Élisabeth Brière, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Mme Béjac. Donc, les Ouïghours en Chine victimes de génocide. Madame Brière, je vais commencer avec vous parce que, les libéraux, la situation quand même, c'est assez inusité. Plusieurs députés libéraux ont voté pour la motion des conservateurs, mais en même temps, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, s'est abstenu de voter au nom de votre gouvernement cet après-midi aux communes. Pourquoi les libéraux ont procédé de cette façon-là? On a l'impression que vous êtes très divisés sur la question. Merci, Madame Bégin. Bien, en fait, l'important sur cette question, c'est de faire la lumière parce qu'on est très préoccupé par ce qui se passe là-bas, puis on veut savoir. Et je pense que la meilleure façon d'agir, comme on le sait au niveau international, c'est d'avoir une enquête indépendante par un comité d'experts qui va pouvoir faire la lumière là-dessus. Parce que, comme je disais, là, c'est vraiment, on est très préoccupé, puis on veut savoir ce qui se passe là-bas. Mais vous avez voté pour cette motion des conservateurs? Non. Contre. En fait, les membres du cabinet également ont voté contre. En fait, se sont abstenus, je dois dire, de voter aujourd'hui. Pourquoi vous avez procédé? Pourquoi vous avez procédé de cette façon-là? Parce que c'est un peu spécial quand même. Ben, ça démontre que de notre côté, chacun pouvait voter comme il l'entendait. Mm-hmm. Puis, je pense que, étant donné l'importance de la question et là où on en est rendu, à un point où il faut faire la lumière là-dessus, parce qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on entend puis avoir des réponses claires. Mm-hmm. On veut en savoir plus. On veut cette enquête-là menée par un comité indépendant. Chez les conservateurs, maintenant, Stephen Blaney, il faut quand même pas oublier qu'il y a 2 Canadiens qui sont toujours prisonniers en Chine, les 2 Michael, qui sont littéralement à la merci des autorités chinoises, et ça depuis plus de 800 jours maintenant. Vous craignez pas que
Avec une motion comme ça, il y a des représailles contre eux pour leur sécurité. Et ça fait plus de 800 jours, Madame Bégin, que les libéraux pratiquent la politique du ramper à plat ventre et on voit les résultats. Les deux Michael, comme vous le dites, sont toujours retenus en Chine. Et aujourd'hui, quelle déception, quelle contradiction dans le vote libéral. Vous savez, Madame Bégin, on ne peut pas être à moitié enceinte. Il y a un génocide ou il n'y en a pas. Et j'espère que les députés qui ont voté pour appuyer la vérité vont se faire sentir au sein du caucus libéral et faire entendre raison au gouvernement pour qu'il se prononce et qu'il fasse passer les droits et libertés, les principes, la vérité avant ses propres intérêts. On ne peut pas être à la merci d'un gouvernement qui commet un génocide à la veille des Jeux olympiques là, qui s'annoncent cet été. Oui, justement, concernant les Jeux olympiques, là, je vais passer par-dessus M. Beaulieu pour aller au NPD, parce que je vais revenir sur l'amendement du Bloc québécois. Au NPD, Alexandre Boulris, vous avez aussi voté en faveur de cette motion. Vous ne craignez pas non plus pour la sécurité des deux Michael? Mais je pense qu'on devait, comme parlementaires et démocrates, envoyer un message très clair sur cet enjeu-là. Je veux dire, après ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au Tibet depuis des années, après la répression démocratique à Hong Kong, et là maintenant, on a vraiment un génocide avec le peuple ouïghour. Et il y a des choses qui sont documentées. Je soulignerai à ma collègue libérale là, qu'il y a des rapports internationaux qui existent. Amnesty International a quand même dévoilé des choses. Il y a des témoignages. On parle de dizaines de milliers de personnes dans des camps de concentration. On parle de stérilisation en masse des femmes ouïghours par le gouvernement chinois. Est-ce qu'on doit vraiment être hésitant en 2021 sur l'existence de camps de concentration, Madame Bégin? Je trouve que ce manque de courage politique de la part des ministres libéraux aujourd'hui, puis ça me déçoit énormément. Au Bloc québécois maintenant, Mario Beaulieu, je le disais il y a un instant, vous avez réussi à faire adopter de votre côté un amendement qui demande au Comité international olympique de retirer à la Chine les Jeux olympiques de 2022. Pourquoi un tel amendement avec cette motion-là? Nous, on considère d'une part qu'effectivement, il y a un sous-comité du gouvernement qui a démontré, qui a fait enquête et qui a trouvé que la Chine est en train de perpétuer un génocide. Toutes les conditions qui définissent un génocide sont remplies. Alors, on n'est pas pour faire les Jeux olympiques, faire la promotion d'un pays qui est en train de perpétuer un génocide. Ça n'a aucun sens. C'est une question de droit de la personne. Il y a plus de 180 groupes de défense des droits de la personne qui ont demandé un boycott des Jeux olympiques de 2022. Nous, on demande plutôt que le Comité olympique réagisse rapidement, que le gouvernement canadien lui demande de déplacer les Olympiques pour ne pas pénaliser les athlètes et ne pas faire la promotion d'un pays qui perpétue un génocide. C'est complètement inacceptable. Donc, c'est une démarche en deux volets. D'abord, reconnaître le génocide et ensuite retirer à la Chine les Jeux olympiques. Démarche en deux volets, donc pour le Bloc, comme je le disais. Sur le deuxième sujet, maintenant, sur lequel je veux vous entendre, c'est évidemment le projet de réforme qui a été très attendu de modernisation de la loi sur les langues officielles au pays. Un projet qui a été, en fait, un document qui a été déposé vendredi par la ministre Mélanie Joly. Chez les libéraux, d'abord, Élisabeth Brière, vous êtes justement secrétaire parlementaire de la ministre Joly. Pourquoi avoir présenté un document de réforme? Pourquoi pas un projet de loi tout de suite? Voilà. La réponse est simple, Madame Bégin, c'est que cette réforme-là, ce plan de match-là est tellement gros, tellement ambitieux qu'il va toucher possiblement à plusieurs autres lois. On peut penser notamment au Code canadien du travail. Alors, c'était notre façon à nous de démontrer l'ampleur du travail qui avait été effectué suite à toutes les consultations que la ministre Joly a faites, particulièrement au cours de la dernière année. Alors, c'est la façon la meilleure façon de procéder. Donc, une réforme avant de présenter un projet de loi comme tel. Là, je vais passer par-dessus M. Blaney, puis je vais aller tout de suite à Mario Beaulieu. Tantôt, je vous ai demandé d'attendre un peu. Votre chef au Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a réagi plus tôt aujourd'hui. Il parle de certains points positifs quand même, a-t-il dit dans ce document de réforme-là, mais il dit que c'est pas assez. Qu'est-ce qui manque? Bien, il manque d'une part la loi sur les langues officielles, par son principe même, va à l'encontre de la loi 101. Au Québec, on est le seul État majoritairement francophone en Amérique. On est
on fait partie de la minorité francophone au Canada et en Amérique. Un nouvel arrivant qui s'installe dans n'importe quel pays, il y a une tendance à aller du côté de la majorité. Si au Québec, le français n'est pas clairement la langue commune, la langue officielle, alors il y a une tendance à aller plus du côté de l'anglais. On a réussi à faire des progrès, mais on est toujours très loin de réussir à intégrer suffisamment les nouveaux arrivants pour assurer l'avenir du français au Québec. Alors, la loi sur les langues officielles, elle dit, bon, vous pouvez utiliser la langue de votre choix, tout ça, alors que la loi 101 dit, c'est le français la langue commune au Québec. Et on sait, bon, que tout le financement qui passe par le programme des langues officielles au Québec sert exclusivement à renforcer l'anglais, à faire la promotion des services en anglais, du bilinguisme institutionnel. Il faut accélérer, alors, oui. Il n'y a rien qui va changer là-dedans. La loi 101, la loi sur les langues officielles va continuer à faire obstacle à la loi 101. Bon. Ça répond pas aux demandes du gouvernement du Québec qui veut que le Québec soit le maître d'œuvre. C'est pour ça qu'on Chez les conservateurs, que la loi 101 s'applique aux entreprises de juridiction fédérale. Chez les conservateurs, Stephen Blaney, il faut aller un peu plus vite. Là. Vous dites que le gouvernement Trudeau pèle encore par en avant. Ça, c'était la réaction que vous avez eue après le dépôt de cette réforme-là, que vous avez dit, bon, les conservateurs pensaient de la poudre aux yeux. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus, les conservateurs, pour moderniser la loi sur les langues officielles? Écoutez, par rapport au discours du trône où on voulait situer le français dans le contexte nord-américain, la ministre Joly accouche d'une souris. Avant Noël, tous les organismes, que ce soit tant dans la minorité anglophone que francophone, réclament de l'action, réclamaient une loi. Et là, c'est du pelletage par en avant. C'est la ministre accouche de l'embryon d'une souris. Et vraiment, ce qui est la grande déception là-dedans, c'est qu'on n'a pas d'action parce que les communautés sont prêtes. Et comme vous le savez, la situation du français au pays ne s'améliore pas. C'est la raison pour laquelle on aurait aimé de l'action. Et là, on a un livre de pages blanches, un livre blanc. Mais encore là, c'est de prendre des communautés en otage. Donc, accoucher de l'embryon d'une souris. Au NPD, il nous reste à peine 30 secondes, Alexandre Boulris. Vous avez qualifié ce document de réforme d'outil de communication, vous, au NPD. Pourquoi? Oui, parce qu'on pense que c'est une manœuvre électoraliste. Soudainement, après la pression des partis d'opposition, dont le NPD, le gouvernement dit « OK, on va défendre les droits linguistiques des travailleurs, des entreprises sous juridiction fédérale, les juges bilingues. OK, finalement, on est d'accord. » Mais au lieu de déposer un projet de loi, on crée un autre comité qui va faire un rapport avec des recommandations qui vont peut-être éventuellement servir. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver avant ça? Il va arriver des élections probablement. Puis ils savent très bien, les libéraux. Alors, c'est juste un outil de communication. Alexandre Boulris, Elisabeth Brière, Stephen Blaney et Mario Beaulieu. Merci à vous quatre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sur ce, je retrouve Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et spécialiste de la question des langues officielles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Esther. Au-delà des réactions des partis d'opposition à la Chambre des communes, on vient de les entendre. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction générale de la feuille de route qui a été déposée par la ministre Mélanie Joly vendredi? Dans le courant de la fin de semaine, j'ai constaté en fait deux types de réactions dans les médias canadiens. D'une part, du côté des médias francophones, la réaction est assez bonne, tant à l'extérieur du Québec, où évidemment on retrouve plusieurs recommandations là, qui font écho à des demandes des communautés francophones et acadiennes, qu'au Québec, où on semble accueillir favorablement l'emphase que met la ministre sur la protection et la vulnérabilité du français, incluant à l'intérieur du Québec. Dans les médias anglophones, par contre, dans le courant de la fin de semaine, on a vu très peu de réactions. On a à peine couvert, en fait, la nouvelle de ce plan de réforme de la ministre Joly. Donc, chez les Canadiens anglais, j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Un des volets du projet de réforme d'Ottawa vise à augmenter l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Évidemment, c'est pas une volonté qui est nouvelle, mais le problème, c'est qu'Ottawa n'a jamais réussi à atteindre ses cibles depuis 2003. Est-ce que vous avez vu dans le document de la ministre Joly des garanties que cette fois-ci, ça va marcher, ça va être la bonne? La volonté semble être au rendez-vous, mais effectivement, cette fameuse cible de 4,4 % d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec, elle n'a jamais été rencontrée et encore aujourd'hui, on est très loin du compte. Dans les dernières années, là, on a oscillé entre 2,5 2,8 % parmi tous les immigrants qu'on accueille et qui s'installent à l'extérieur du Québec.
L'un des éléments du plan de réforme de la ministre Joly qui pourrait donner un coup de pouce à cet effet-là, c'est qu'on va cibler des professions en particulier, notamment les enseignants de français langue seconde, donc qui pourraient provenir de la francophonie internationale et qui aideraient à aider avec les problèmes en fait de très forte demande dans les programmes d'immersion française au Canada que les provinces ont de la difficulté à rencontrer en ce moment. Mais ça reste encore à voir ce que ça va donner. J'aimerais vous entendre sur les fonctionnaires fédéraux. On le sait, la langue de travail, c'est principalement l'anglais. C'est encore plus vrai depuis la pandémie, alors que les communications se font de façon virtuelle. Ce matin, le Bloc québécois a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir prévu des incitatifs comme tels dans son document de réforme. Est-ce que ça manque de mordant au chapitre de la langue de travail des fonctionnaires, vous croyez? C'est certain que le plan de réforme, là, il manque non seulement le libellé du projet de loi qui serait éventuellement déposé, on l'espère, mais il n'y a pas non plus d'indications précises sur la mise en œuvre de certaines de ces promesses-là. Et donc, personnellement, je ne me suis pas formalisée du manque d'incitatifs précis dans le plan que la ministre Joly a présenté vendredi prochain, mais c'est certain que dans le plan de mise en œuvre de cette réforme-là au sein de la fonction publique fédérale, il faudra vérifier qu'effectivement, il y a des incitatifs, que ça soit des incitatifs positifs, et ça, il y en existe déjà quelques-uns, notamment une prime au bilinguisme parmi les fonctionnaires fédéraux, ou des incitatifs négatifs, c'est-à-dire qu'on va plafonner dans la performance et dans l'avancement de carrière pour quelqu'un qui n'est pas en mesure de rencontrer certaines exigences linguistiques. Oh. Donc, ça reste à suivre pour le moment. Ouais. Un autre volet concerne le pouvoir du commissaire aux langues officielles. Le projet de réforme prévoit qu'il va pouvoir émettre en fait des ordonnances. Mais on sait qu'il y a plusieurs organismes qui réclamaient plutôt la création d'un tribunal administratif pour donner des sanctions. Mais il n'y a pas de tribunal administratif dans ce projet de réforme. Est-ce que le commissaire aux langues officielles sera quand même efficace? Oui, et d'ailleurs, c'était une des demandes du Parti conservateur, de voir à la mise en œuvre de ce fameux tribunal-là. J'ai l'impression que, comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup du travail du commissaire aux langues officielles qui va dépendre de la personne qui occupe le poste. Actuellement, il y a déjà certains pouvoirs qui sont entre les mains du commissaire qui sont très peu utilisés, notamment le pouvoir d'ester en justice. Et c'est une question de personnalité et de perception de la place qu'occupe le commissaire aux langues officielles dans la fonction publique qui fait que la personne qui occupe ce poste-là utilise tous ces pouvoirs-là ou non. Et donc, dans la refonte des pouvoirs du commissariat, il faudra voir à ce qu'on nomine des gens qui seront prêts à utiliser tous ces pleins pouvoirs-là renouvelés. Sinon, ces nouvelles dents-là qu'on donne aux commissaires, elles seront finalement très peu utilisées. Ouais. Un mot rapide sur les entreprises de juridiction fédérale hors Québec, situées dans ce qu'on appelle, en fait, les régions fortement francophones. On peut penser à quelle région du pays, par exemple, Stéphanie? Est-ce que Saint-Boniface au Manitoba se qualifie? Pouvez-vous nous donner des exemples précis, rapidement? Pour le moment, on n'en sait rien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on espère qui sera clarifié plus tôt que tard. Dans le plan de réforme, on annonce la création d'un comité d'experts qui déterminera où on pourra justement trouver ces territoires-là où les commerces de juridiction fédérale devront fonctionner en français. J'ai l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, il y aura certainement tout le nord de la province qui sera couvert, dans l'Est ontarien aussi, où ces commerces-là, ces entreprises-là fonctionnent déjà très majoritairement en français. Il y a des endroits au pays où l'équation sera un peu plus difficile. Je pense à Moncton, à Sudbury, comme vous l'avez dit, à Saint-Boniface, des endroits où il y a des proportions importantes de francophones sans que ça soit nécessairement la langue de la majorité. Oui. Et là, il pourrait y avoir une population anglophone qui serait un peu plus réfractaire à ce qu'on mette en œuvre là, ces mesures-là dans le domaine du travail. Il nous reste quelques secondes. Je vais revenir sur les réactions. On a beaucoup entendu celles des groupes francophones. On en parlait au tout début de cette entrevue, mais pas beaucoup celles des anglophones. Comment croyez-vous que les anglophones au Québec et ailleurs au Canada vont réagir? Les anglophones au Québec sont probablement, je dirais, heureux de voir que le gouvernement fédéral n'a pas accédé aux demandes du Québec de transférer toute la compétence linguistique à la province, parce que c'était ce que la ministre Sonia Lebel avait demandé il y a quelques semaines. Donc, le gouvernement fédéral s'engage à continuer de protéger la minorité anglo-québécoise au Québec, malgré l'emphase plus évidente sur le français dans le plan de réforme. Pour les anglophones majoritaires dans les autres provinces, c'est vraiment dommage qu'on ait très peu parlé jusqu'à maintenant du plan de réforme, parce que pour la première fois de l'histoire,
ce plan-là les touche directement. Lorsqu'on parle notamment de plus grands financements dans les programmes d'immersion, par exemple, ça devrait plaire à plein de parents un peu partout au pays qui souhaitent que leurs enfants aient des capacités dans les 2 langues officielles. Réaction à suivre. Stéphanie Chouinard, politologue et spécialiste de la question des langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ce projet de réforme de la loi sur les langues officielles, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel que je retrouve en ce lundi, donc de retour à nos habitudes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est une feuille de route qui a été déposée vendredi par la ministre Joly. C'est pas un projet de loi comme tel. Geneviève, d'abord, quelles sont les chances que ça aboutisse avant les prochaines élections? C'est ça qui est embêtant. Je suis sûre que les communautés francophones veulent que ça soit adopté. Il faudrait qu'il y ait un projet de loi déposé. Là, on parle d'une feuille de route. Ça va durer 60 jours à peu près pour les consultations quand ça va se mettre en branle. Donc, on voit des délais. J'ai bien l'impression qu'on va aller en élection, puis ça va être une promesse électorale. Probablement, tous les partis politiques vont dire oui, nous appuyons le principe d'une refonte de la loi sur les langues officielles, mais je vois pas comment ça peut se faire rapidement dans un contexte de gouvernement minoritaire où il y a une élection probable au cours des prochains mois. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, je suis d'accord. Je pense que on est loin encore du projet de loi puis de la loi en tant que telle, le vote. Ça pourrait, je pense que les chances que ce soit après les prochaines élections sont assez élevées. Sur la motion des conservateurs sur les Ouïghours maintenant, pour Ouïghours, donc génocide pour qualifier la situation. Geneviève, jusqu'à quel point c'est un dossier qui est délicat pour Justin Trudeau? C'est extrêmement délicat. On sait c'est quoi les relations tendues avec la Chine. On sait que ça fait des années que Justin Trudeau marche sur des œufs. On connaît le cas des 2 Michael qui sont emprisonnés en ce moment. Il y a aussi la question du G5, de Huawei. Bref, beaucoup d'enjeux. C'est pas simple. Puis là, on en rajoute une couche. Alors, je me pose un peu la question, c'est quoi le mobile, les intentions réelles de l'opposition de vouloir présenter une telle motion? Évidemment, une motion, c'est pas contraignant, mais la Chine n'aimera pas voir une telle motion si c'est adopté au Parlement et ça peut juste venir compliquer les efforts de diplomatie du Canada. Alors, je suis pas convaincue que c'est la bonne démarche à suivre. Bref, mais ceci étant dit, on verra ce que le Parti libéral va décider de faire dans ce dossier-là. Oui, c'est ça. Daniel, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un des sujets de la rencontre bilatérale virtuelle de demain entre Justin Trudeau et le président Biden? Parce qu'on peut s'attendre qu'ils discutent de la situation des 2 Michael et de Meng Wanzhou demain, non? Oui, absolument. Ils vont en parler. Je pense que c'est assez clair. Et je pense que la motion conservatrice, là, c'est sûr que ça complique la tâche de Justin Trudeau. Et il y a vraiment besoin de l'aide aussi de Joe Biden pour faire des pressions sur la Chine dans ce dossier-là et peut-être aussi pour reculer pour ce qui est de la demande d'extradition de Meng Wanzhou. Est-ce que vous trouvez aussi, Daniel, que c'est un dossier qui est délicat pour le premier ministre Trudeau? C'est très délicat. Je pense que l'opposition essaie de l'embarrasser et ils ont réussi, mais ça complique, je pense, le travail non seulement du premier ministre, mais aussi du gouvernement dans son ensemble et nos relations avec la Chine de façon plus générale. Bon. Sur cette rencontre bilatérale virtuelle de demain, ce sera le premier sommet virtuel du président Biden avec un dirigeant étranger. Geneviève, est-ce qu'on doit interpréter ça de façon positive, même si on sait que les 2 hommes ne s'entendent pas sur Keystone, entre autres choses? Oui, c'est très positif et d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle pour Justin Trudeau parce qu'il a besoin de bonnes nouvelles ces derniers temps. Alors, ça va être, à mon avis, ça va être une rencontre extrêmement cordiale. On va peut-être aborder plein de sujets, mais pas en profondeur. On va plus montrer les points où il y a des ententes possibles entre les 2 pays que plutôt des cas de divergence. C'est ça, comme je disais, pour M. Trudeau, c'est une bonne façon de montrer que sur la scène internationale, il est capable de marquer des points aussi, puis justement de retourner à une belle relation avec les États-Unis, avec les Américains. Alors, ça va être sans doute le bon moment de la semaine de M. Trudeau, je vous dirais, là, si j'avais des prédictions à faire. Oui, parce que Daniel, on dit que le but, c'est d'abord de discuter des priorités communes que les 2 pays ont pour mettre fin à la pandémie. Vous vous attendez à quoi de votre côté? Oui, je m'attends, c'est une sorte de retour à la normale. Après, quand même, les 4 années de tempête sous Donald Trump, je pense que les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est un nouveau départ. Hein? Et je pense que oui, c'est une bonne nouvelle pour Justin Trudeau et les libéraux parce que ils ont eu beaucoup de problèmes avec Trump et donc c'est un gros soupir de soulagement. Je pense que ça va bien se passer. Ils se connaissent déjà, hein, Biden et Trudeau.
Donc, c'est pas la première fois qu'ils vont discuter. Et je pense que le ton va être assez cordial, même amical. Ça va être à suivre demain sur la lutte contre la COVID, justement, parce que c'est un début de la rencontre. Geneviève, vous disiez un instant que Justin Trudeau, ça va être sa bonne nouvelle de la semaine. Le Canada, quand même, reçoit plus de vaccins cette semaine, 460 000. C'est un nombre record jusqu'à maintenant. Est-ce que ça arrive trop tard, justement, pour Justin Trudeau, que ces vaccins-là, la reprise des livraisons de vaccins en masse? J'ai pas l'impression, parce que Justin Trudeau nous avait toujours donné des échéanciers qui sont pas encore, on a encore le temps pour les rencontrer. Alors, il parlait de la fin du mois de mars. Après, il y a un autre échéancier qui est plutôt vers la fin septembre. Puis, on pourrait sans doute encore les respecter. Évidemment, s'il fallait qu'il y ait d'autres cas où on voit les livraisons arrêtées, stoppées. Encore la semaine passée, on voyait qu'il y avait une tempête hivernale aux États-Unis puis ça bloquait les avions dans les aéroports. Alors, s'il y a d'autres événements comme ça incontrôlables, ça pourrait venir embêter M. Trudeau. Mais j'ai l'impression que les Canadiens, en général, sont assez patients. La plupart des Canadiens ne s'attendaient pas à être vaccinés, d'ailleurs, d'ici le 31 mars. Et je pense que c'est surtout une autre bonne nouvelle, je vous dirais, pour M. Trudeau en ce moment, en autant qu'il n'y ait pas d'anicroche dans les livraisons futures. Et Daniel, évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces vaccins en nombre record qui arrivent cette semaine au Canada, ça ouvre la porte à la possibilité d'élection au printemps? Oh, vous savez, ça va dépendre de la façon dont les campagnes de vaccination se déroulent dans les provinces. Donc, évidemment, il y a la question des arrivages de vaccins au Canada, mais ensuite, il faut que ça soit distribué et administré. Et ça, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là aussi. Donc, non seulement on n'est pas certain du nombre de vaccins qu'on va recevoir, il y a toutes sortes d'interruptions qui sont possibles, mais aussi, il va falloir que les provinces fassent leur travail si vraiment l'intensité du processus de vaccination augmente. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Et élection au printemps, c'est toujours possible, mais moi, je parierais plus en ce moment pour l'automne. Ah, donc à suivre quand même plus au printemps, à l'automne qu'au printemps. Geneviève et Daniel, évidemment, on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler dans les prochaines semaines. C'est toujours un plaisir, ce rendez-vous du lundi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 22 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous.